Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. En moins de 24 heures, le Ghana vient de tourner une autre page de sa 4e République. John Mahama, son tout premier président, vient de rapporter l'élection présidentielle du 7 décembre 2024 face à l'actuel vice-président Mahamadou Bawumia, qui a tout de suite reconnu sa défaite et félicité le nouveau dirigeant du pays. Plus de 18 800 000 électeurs sur les 34 millions d'habitants que compte ce pays de l'Afrique de l'Ouest se sont rendus aux urnes pour des élections générales. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a déclaré le perdant Mahamadou Bawumia. John Mahama, candidat du NDC, National Democratic Congress, revient au pouvoir après avoir été, on va le dire comme ça, distancé en 2017 par l'actuel président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, du NPP, New Patriotic Party. Depuis 1992, année de retour au multipartisme au Ghana, le NDC et le NPP alternent au pouvoir de manière égale. Les États-Unis ont salué une élection réussie qui reflète la volonté du peuple ghanéen. Élection apaisée, le Ghana boucle en 24 heures. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Voilà, pour en parler, nous avons donc en plateau ce soir Maître Achille Lejo, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir au panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de l'invitation. Maître Lejo, une fois n'est pas coutume, vous ne saluez pas dynamique population de Bazou ce soir? Serge-Alain, tout comme tous mes frères et amis de Bazou, nous avons compris une sirène. Sont très dangereux. Il nous est impossible de dire quoi que ce soit. Nous pensons que les initiés vont essayer de déchiffrer ce son que nous avons entendu et dans tous les cas, nous restons sereins. Le royaume est debout. Le royaume Bazou, bien sûr, est debout. Et sauf que dans tous les cas, nous attendons les initiés. Voilà. Dieu veut le roi. C'est ce qu'on a coutume de dire. Nous savons qu'il y a trop de rumeurs, Serge-Alain. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous attendons le message des initiés. C'est vrai que je suis un dignitaire de la chefferie Bazou, mais en réalité, je n'ai pas le droit, encore moins la compétence coutumière de déchiffrer ce son. Ce cri, nous pensons que dans les jours à venir, on saura de quoi il s'agit. Pour le moment, voilà, on reste capé sur notre position debout. Bonsoir, docteur Patrick Griffoué. Bonsoir, Serge-Alain. Je voudrais simplement indiquer que je suis également avec une attention particulière l'actualité du royaume de Bazou, parce que pour des raisons affinitaire, je suis lié à ce royaume-là, donc je fais mieux les inquiétudes qui ont été exprimées ici par Maître Lejo, qui est un fils de ce royaume-là. Okay. Bonsoir, Pierre-Emmanuel Bihan. Bonsoir, Saint-Jalin. Mais ça fait un bon bout. Ça va, je suis là. Vous êtes là? Je suis là, Saint-Jalin autour. On observe l'évolution de la situation du pays. Oui. Qui nous mène à 2025. Je salue patriotiquement tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui continuent à payer un lourd tribut dans les prisons de notre pays injustement. Et je m'associe au président national et à tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et des forces du changement
pour manifester ma solidarité au réseau des droits de l'homme en Afrique centrale, le REDAC, qui subit les foudres de l'administration territoriale de notre pays. Et puis nous dénonçons cette façon de vouloir museler la société civile. Ils ont commencé par la presse il y a quelque temps, maintenant c'est autour de la société civile. Nous, les partis politiques de l'opposition, nous avons l'habitude d'être leur terrain d'entraînement. Et nous voulons que la fin de la récréation soit sifflée cette fois-ci. Okay. Merci Pierre. Bonsoir, monsieur le maire Jean-Robert Wafo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-discutants, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Voilà. Maître Achille Ledjo, on a parlé du Sénégal il n'y a pas longtemps. Nous voici au Ghana, Afrique francophone, nous sommes chez les anglophones. Et comme on a dit depuis 1992, deux partis alternent, on va dire comme ça, au pouvoir. Le mandat là-bas, le mandat présidentiel est de 4 ans. Votre commentaire, élection générale, dont la présidentielle, le 7 décembre. Dimanche matin, le vaincu félicite celui qui a gagné. C'est commentaire. Ce n'est pas... qu'est-ce que je veux dire, c'est pas quelque chose que j'appellerais, que je qualifierais comme un exploit. C'est la conséquence d'une volonté politique affichée. Lorsqu'on est une démocratie, lorsqu'on se dit être une démocratie, il y a des principes basiques que l'on peut, suivant nos divergences, n'est-ce pas, être d'accord sur ça. Il est inconcevable, à la limite ahurissant, que l'on finisse une élection et fasse une semaine pour attendre les résultats définitifs. Voilà l'exemple au Ghana. Bref, le Ghana nous a toujours parlé à plusieurs occasions. Je voulais dire qu'en réalité... On n'est même pas encore là au définitif, hein, mais c'est pas encore... C'est provisoire. Voilà. Et même c'est surtout la sortie du vainqueur. Et qui est le candidat du parti au pouvoir. Oui. Je voudrais donc embrayer en disant que les résultats définitifs ne seront pas loin de cela, puisque le candidat du parti au pouvoir ayant déjà reconnu sa défaite de façon gentleman, a félicité son adversaire. Ceci aurait dû se passer au Cameroun en 1992. Lorsque le chairman Ni John Fundi est déclaré par tous les bookmakers, par tous les organismes qui suivaient cette élection, vainqueur de l'élection présidentielle 92, mais qu'alors l'humilité, c'est le mot que vous avez utilisé dans votre propos expositif, l'humilité a manqué à se charger de prononcer les résultats. Le Cameroun a parlé à l'Afrique entière depuis 1992 avec la brillante élection de M. John Fundi Père à son âme face à M. Paul Biya. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un manque de volonté politique de faire jaillir la vérité des yeux. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos en disant ce qui se passe au Ghana, en dehors d'être un exploit pour certains, pour moi, est une volonté politique affichée de respecter la volonté du peuple. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tailler des lois sur mesure. La semaine passée, je discutais avec un chef de juridiction de ce pays. Il ne vous a pas échappé que c'est là-bas que le président Obama avait dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Justement, au Ghana, quand vous voyez les institutions sont fortes. Les institutions sont fortes. Nous avons de très belles lois au Cameroun. Nous avons de très bonnes lois au Cameroun. Mais quand l'on veut l'appliquer, elle devient biaisée, on la biaise à volonté. L'une des lois taillées sur mesure, je le dis en tant que juriste, l'une des lois taillées sur mesure au Cameroun dont il est urgent de la nettoyer, c'est le code électoral. Okay. C'est un code électoral, je crois, voté en 2012, avril 2012, modifié en décembre 2012. C'est un code électoral taillé mesure Paul Biya. Voilà pourquoi un certain nombre de partis politiques s'étaient mis ensemble
pour solliciter la refonte consensuelle du code électoral. Sauf qu'il y a certains partis politiques qui se disent de l'opposition qui sont restés en marge de cette marche vers la refonte du système électoral. Okay. Donc, ces gens-là, pour cette première prise de parole, je pense tout simplement que ce qui se passe au Sénégal, je veux dire au Ghana, c'était déjà passé au Cameroun en 92 avec l'élection du tiers ministre Fouri perd son âme. Sauf que ben voilà, les autorités ou alors se charger de publier les résultats ont dit je lis ce que je vois et puis la responsabilité du reste ne nous engage pas. Okay. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam, le Ghana, je l'ai dit, il y a d'abord eu le Sénégal. Aujourd'hui, le Ghana, j'ai parlé de plus de 18 800 000 électeurs qui se sont rendus aux urnes samedi dernier et le lendemain, le vaincu qui appelle le vainqueur pour le féliciter. Et il y a quelques jours à Yaoundé, lors de la deuxième plateforme, le processus électoral entre ELECAM et les autres acteurs, le sénateur Djorwe a pensé qu'on pouvait arriver à ce stade. C'était son souhait en fait, qu'on arrive à un stade où le vaincu puisse appeler le vainqueur de l'élection. Bon, ce que je veux d'abord dire dans un premier temps, c'est que le code électoral actuel, notre code électoral actuel, dans ses articles 109 et 113, nous mettent au même pied d'égalité que les grandes démocraties en Afrique et dans le monde entier. Parce que quand on prend par exemple l'article 113, il stipule clairement que à la fermeture des bureaux de vote et après dépouillement, les résultats sont rendus publics. Voilà. Publics. Article 113 de la loi électorale. De la loi électorale. Donc, et je rappelle, permettez, vous avez cité, il faut qu'on soit même diapason que ceux qui nous regardent à la maison. Le 109 dit ceci: le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations. Voilà. Article 109. Le 113 aussi. Aussi, vous voulez le 113 Voilà, le 113 dit 113. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Public. Merci. Donc, dès la fermeture des bureaux de vote, et ce qui est même intéressant dans cet article, c'est que les articles qui suivent avant précisent que les électeurs peuvent assister au dépouillement. Dans le 109, ils peuvent assister au dépouillement. Ça veut dire que, en réalité, nous sommes alignés au même niveau que les pays comme le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Kenya et autres. Et c'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter cette grande nation, la nation ghanéenne, qui a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'elle a grandi, parce que n'oubliez pas que c'est un pays qui a aussi connu dans son passé des coups d'État militaires. Et depuis son accession à la démocratie, on peut le dire ainsi, depuis 1992, ce pays a déjà élu 5 présidents. Celui-ci est le 6e président de la République. Donc vous voyez qu'en termes d'alternance, c'est un pays qui connaît une alternance au pouvoir. C'est même un des principes de la démocratie. Voilà. L'alternance au pouvoir. Et il est également accompagné des pays aujourd'hui comme notre voisin du Nigeria. Le Sénégal aussi est devenu une référence en matière de démocratie en Afrique, où nous avons le Kenya. Donc tous ces pays que nous citons, il y a un dénominateur commun qui les accompagne quant à ce qui concerne le processus électoral, c'est le consensus. Pourquoi je dis le consensus? Quand un perdant, qui est un membre du gouvernement, le vice-président de la République, prenne celui, moins de 24 heures après, de féliciter un candidat de l'opposition qui a gagné. Ça veut dire simplement que il y a un minimum de règles sur lesquelles toutes les parties se sont entendues avant d'aller en compétition.
Et ces règles obligent les uns et les autres à se plier au verdict de ces élections-là. Et c'est ça qui nous manque au Cameroun. Ce consensus autour du code électoral. Ça nous manque, sincèrement. Donc, ça fait que du coup, il est difficile aujourd'hui pour une partie comme pour l'autre d'accepter le verdict des élections en l'état actuel de la situation. Mais Eleka milite pour des élections apaisées. Elekam, c'est Alain Outou, on ne va pas faire le procès de Elekam aussi, mais tout le monde sait que Elekam joue un mauvais jeu. Tout le monde sait que Elekam joue un mauvais jeu. Vous ne pouvez pas me dire que les gens se réveillent un matin, ils font disparaître 120 000 inscriptions, et puis le lendemain, après la levée de bouclier de l'opposition, de la presse, de la société civile, ils disent que comme par miracle, les 120 000 voix sont revenues. Donc Elekam n'est pas un organisme en qui on peut placer notre confiance. On a parlé de Yaoundé 3 et Yaoundé 5 par rapport aux activités agricoles. Les empreintes ont disparu là, de ce côté-là. Voilà. Donc on ne peut pas complètement faire confiance à Elekam. Elekam, tout le monde sait ce qui se passe au sein de cet organisme. Donc il nous faut un minimum de consensus. C'est ça qui fait que les uns et les autres vont se respecter face au verdict. Bon, est-ce que vous avez, Pierre-Emmanuel Biam, est-ce que vous avez le sentiment que d'ici 2025, quelque chose pourrait changer? Oui, nous gardons espoir. Oui. Nous gardons espoir que quelque chose peut changer. Il y a une plateforme qui a été mise sur pied par les partis politiques de l'opposition, à laquelle le MRC a fait partie. Dans les travaux, nous avons participé à tous les travaux depuis quelques années aujourd'hui, depuis pratiquement 2019 jusqu'à ce jour. Et nous avons fait des propositions très pertinentes pour rechercher un code électoral consensuel. Il faut que le gouvernement prenne en compte ces propositions-là. Puisque nous sommes en train de nous diriger vers 2025, pour une fois, il faut que le Cameroun évite les crises post-électorales. Okay. Mais pour y parvenir, on doit s'entendre sur un minimum. Okay. Il y a un autre indicateur, Serge Alain Outou, oui, que je voudrais relever ici, et qui indexe directement les citoyens camerounais dans leur globalité. Le Ghana a 32 millions d'habitants. Et dans les 32 millions d'habitants, 19 millions sont inscrits sur le fichier électoral. 19 une masse millions. Critique importante. Hein? Une masse critique importante qui représente plus de 55%, presque 60%. Au Cameroun, nous sommes 27 millions d'habitants pour les uns, pour d'autres 30 millions d'habitants, parce que le dernier recensement date de 2005. Donc tout le monde est dans la spéculation. Alors, supposons que nous soyons à 27 millions d'habitants. Nous avons au 31 août 8 millions d'inscrits, ce qui représente en moyenne dans les 25 et dans les 28-29%. 29% de la population est inscrite. Raison pour laquelle nous pensons que la révision du code électoral peut amener plus d'adhésion sur le fichier électoral. Je prends un cas simple. Si on ramène, comme le MRC l'a préconisé et la plupart des partis politiques de l'opposition, si on ramène l'âge de vote à 18 ans, vous allez voir qu'une grande proportion, une grande partie de la population pourra avoir accès au vote. Et ça va faire gonfler également le nombre d'inscrits sur le fichier électoral. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir une compétition saine et respectable en 2025. Ok, voilà. Et d'abord, monsieur le maire Jean-Robert Wafo, 18 millions de Ghanéens inscrits sur la liste électorale de ce côté-là. Et le lendemain, on peut facilement avoir les premières tendances. On ne se cache pas, on n'interdit pas ça de ce côté-là. Vous avez également vu au Sénégal, le soir, tout défiler à la télévision. Pourquoi au Cameroun? Alors, comme m'a rappelé Pierre-Emmanuel Biam, l'article 109 est clair, l'article 113 également. Pourquoi au Cameroun, ça semble si compliqué? Même les tendances sont interdites. Non, on n'a pas interdit les tendances. Non, je parle des médias. On nous interdit de... Non, mais c'est pas... Non, vous avez le droit de désobéir. Non, je vous en prie. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je... Laisse-moi finir la phrase. Oui.
Mais vous avez très mal commencé. Non, j'ai pas mal commencé. J'assume mes Non, propos. vous dites qu'on a le droit de désobéir. Écoutez, Non. non, je dis ceci, il faut que ce soit clair. Pierre-Emmanuel Bignam a bien fait de rappeler certaines 109 dispositions et le de 113. le 113. Ouais. Alors, si les tendances sont publiées, ça veut dire que vous n'avez pas violé la loi. C'est Mais il y a clair. souvent, vous savez que il y a souvent un communiqué qui vient, que vous savez, le jour de l'élection, nous interdisant de donner les tendances. Oui, mais écoutez, vous êtes libre donc d'obéir à un ordre injuste, comme vous êtes également libre de désobéir à un ordre injuste. Il faut que ce soit clair. Sur la base de quoi ils le font? Sur la base de quoi? La loi est impersonnelle. Si déjà, s'ils veulent interdire, il faudrait qu'ils modifient, n'est-ce pas, le code électoral dans ce sens. Moi, je veux dire une chose. Le Sénégal et le Ghana, tout dernièrement, sont la parfaite illustration de ce qu'on peut être au pouvoir, on organise les élections et on les perd. Et quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur de perdre, ou alors d'accepter sa défaite avant même que le verdict soit prononcé par l'instance. Au Cameroun, je vais vous dire, les gens ont peur d'une chose. Il y a la doyenne du Sénat, Madame la doyenne du Sénat, Laurentine Kouafégué. Assemblée nationale. Non, de l'Assemblée nationale. Laurentine Kouafégué. Elle a résumé le pays avec une petite phrase. Pays des scandales. Le pays des scandales. En mars 2023. Mais ils ont peur. Ils ont peur qu'un nouveau pouvoir arrive. Et puis, bonjour le radeau de Méduse. Parce qu'ils sont obligés donc de fuir. Tellement il y a de scandales dans ce pays que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à lâcher du lest tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités. Et le peuple finira par prendre ses responsabilités. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre. On est dans un pays, comme Pierre-Emmanuel Bignam a dit, nous sommes combien aujourd'hui? Personne ne sait. Le recensement, on spécule. le dernier recensement, comme il a dit, date de novembre 2005. Vous savez quand est-ce que les résultats ont été rendus publics? En avril 2010. 5 ans plus tard. Vous ne trouvez pas que c'est une camerounaiserie? Même prononcer, même dire combien nous sommes au Cameroun, ils sont incapables, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tripatouiller. Le recensement? Je dis le recensement général de la population. On tripatouille même le recensement? Mais qu'est-ce qui justifie qu'on fasse qu'on fasse des opérations de recensement en novembre 2005 et on rend public les résultats en avril 2010, 5 ans plus tard. C'est clair que c'est passé par les différents labos, dans les laboratoires, dans les officines, n'est-ce pas, du parti État. Je vais même plus loin. Quand vous parlez de la promptitude avec laquelle on rend les résultats, généralement c'est 24 heures après ou bien ou plus 48 heures après dans les grandes démocraties. Mais pourquoi ils ne le font pas au Cameroun? Pourtant ils ont les chiffres. Dans chaque arrondissement dans ce pays, il y a un commissariat spécial. Il y a des services de renseignement. Et quand vous observez bien, quand vous observez bien les opérations de vote, dès qu'on leur signale que les résultats sont là disponibles dans certains bureaux de vote, vous voyez les éléments du commissariat spécial passer, ils relèvent. Ils relèvent, ils se présentent, ils disent ok, je viens pour. Ils relèvent. Ça veut dire que c'est-à-dire avant le lever du soleil, ils ont déjà les résultats à Yaoundé. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tripatouillage, c'est-à-dire parfois, vous voyez les urnes qu'on transporte d'un bureau de vote, n'est-ce pas, pour et les cams, vous voyez parfois, en chemin, on bourre les urnes, on tripatouille les PV et tout. Moi, je dis ceci. Il faudrait que les gens fassent trop attention dans ce pays. Je parle de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien peur que ça éclate
Vous avez vu le Monseigneur Cléda. Vous avez vu la dernière sortie de Monseigneur Cléda. Quand une personnalité religieuse de sa trempe, de sa dimension, sort de ses gonds, c'est-à-dire monte au créneau, sort de ses gonds et avertit. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et moi, je dis maintenant, Elecam également, les membres de l'Elecam. Mais qui ne croit pas que si ça éclate demain, on va seulement regarder ceux qui nous gouvernent. Non. Ils ont leur part de responsabilité. Qu'est-ce qui les empêche, par exemple, d'instituer le bulletin de vote unique? C'est le gouvernement qui va leur demander d'instituer le bulletin de vote unique. C'est Elecam qui a le dernier mot? Mais c'est Elecam. C'est Elecam. Le président de l'Elecam, je veux dire le conseil électoral, c'est que la direction, il peut faire une sortie simple, il dit ok, à compter des prochaines élections, nous aimerions que, n'est-ce pas, que soit inscrite dans la loi, n'est-ce pas, le bulletin unique, le bulletin de vote unique. C'est une seule déclaration, c'est tout. Hein. Et là maintenant, s'ils le font, et que ceux qui nous gouvernent ne suivent pas, là, on fera que ok, la responsabilité incombe à ceux qui nous gouvernent. Mais tant qu'ils ne disent rien, écoutez, ça va poser problème. Et il y a également le problème de l'autonomie, n'est-ce pas, de l'organe en charge de l'organisation des l'indépendance, l'autonomie et la neutralité. D'abord, il faut une autonomie financière. Il faudrait que dès le départ, au plus tard en mars, qu'on dégage d'abord le budget qui leur est alloué. Je crois que c'est donc ça ne coûte pas, je crois que c'est dans les 11 milliards, quelque chose comme ça. Ça ne leur coûte rien. Ça ne coûte rien à ceux qui nous gouvernent. Le ministre Motazo ne va pas quand même nous dire que rendu à 3 mois après le début d'un exercice budgétaire, qu'on ne peut pas loger donc l'argent, donc 11 milliards dans le compte de l'Elecam. Moi je dis ces deux pays-là, notamment le Ghana, nous parlent, ils ont une culture d'alternance, et je dis vivement que le Cameroun suive, n'est-ce pas, cette ligne qui a été tracée ces derniers temps par le Sénégal et le Ghana. Je rappelle, en Côte d'Ivoire, quand on parle de consensus, il y a eu un consensus donc dernièrement pour les inscriptions sur les listes électorales. On a prorogé ça d'un mois. Le président Ouattara aurait pu dire je bombe le torche, je suis au pouvoir, je reste là, je n'accède pas donc aux doléances de l'opposition. Mais qui a intérêt que, après les élections, qu'un pays sombre dans l'anarchie? Manifestement, ceux qui ne veulent pas d'un code électoral consensuel. Okay. Et quand je dis rapporter au Cameroun, on sait bien de qui je parle. Okay. Et Patrick Zifoué, vous avez suivi vos dévanciers. Tous se reconnaissent qu'il y a un problème, le code. Mais de l'autre côté, on parle d'élections apaisées. Comment on peut parler d'élections apaisées, selon eux, hein, parce qu'il y a des éléments qu'il faut absolument modifier si on veut ressembler, entre guillemets, au Ghana et au Sénégal, pour que quelques heures après, les vaincus puissent appeler les vainqueurs. Bon, écoutez, Serge Alain, le code électoral est certainement perfectible. Oui. Et il me semble que depuis 1990 et le retour du pluralisme, le code électoral camerounais a été modifié plusieurs fois. Je suppose donc qu'on a essayé de l'améliorer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que l'élection ghanéenne indique simplement qu'on peut avoir des tendances lourdes quelques jours après les élections. Mais je n'ai pas le sentiment que ce ne soit pas le cas au Cameroun, parce que lorsque les élections, et vous avez lu les articles pertinents du code électoral y référent, les résultats sont publiés dans tous les bureaux de vote. Donc si vous avez une formation politique qui est bien représentée dans l'ensemble des bureaux de vote, en à peu près une journée, elle peut faire la compilation des résultats. En 2018, nous au RDPC, on avait les résultats. En tout cas, on avait les grandes tendances. Sauf que la loi ne nous permettait pas de les diffuser.
Et j'imagine d'ici, ce d'autant que vous avez un individu qui s'était précipité à mobiliser les médias en prétendant qu'il avait remporté cette élection. Nous, on avait les résultats, sauf que sa prétention n'était pas corroborée par les résultats que nous avions, parce que nous, on était présents dans l'ensemble des bureaux de vote. Et je me souviens, il y a une photo qui est restée, c'est peut-être le symbole de l'élection de 2018, c'est un camarade de Pierre-Emmanuel, devant un tableau, parce que ce sont souvent les salles de classe qui sont utilisées pour les opérations de vote. Et ce camarade de Pierre-Emmanuel était, je dis, interloqué par les résultats qu'il voyait, parce que ça ne semblait pas correspondre aux attentes qu'il avait. Mais ce sont les résultats après dépouillement. Et je dis, vous avez bien fait de le rappeler, le dépouillement se fait en présence de tous les citoyens qui souhaitent, dans la limite de l'espace disponible. Le dépouillement se passe en présence de tous les citoyens camerounais. Donc, si les formations politiques sont responsables, 1 ou 2 jours après, ça n'a rien à voir avec les résultats officiels, parce que même au Ghana, les résultats officiels ne sont toujours pas publiés. Effectivement, ceux qui ont perdu peuvent avoir l'élégance républicaine de reconnaître leur défaite, et ceux qui ont remporté l'élection, s'ils le souhaitent, peuvent déclarer qu'ils ont remporté l'élection. Mais on a bien vu en 2018, et on est en train de voir en 2024 aujourd'hui, qu'il y a des acteurs politiques qui ne sont pas prêts à faire preuve de bonne foi. Et quand les gens ne sont pas prêts à faire preuve de bonne foi, vous n'allez pas leur demander de faire preuve d'élégance. J'ai entendu le maire Jean-Robert Wafou qui nous promet le chaos, l'anarchie en 2025. Grand bien vous fasse. Mais vous savez, Démosthène, après ses philippiques, il a fini par se suicider. Je ne souhaite pas que ce soit ce qui vous arrive. Mais quand vous tenez ce type de discours, sachez que vous pouvez être la première victime de ce genre de choses. C'est pour ça que je cite le cas de Démosthène dans la Grèce antique. Vous parlez si bien de vous. Permettez, monsieur le maire, je ne vous ai pas interrompu. Vous êtes un bon prophète pour vous-même. Monsieur le maire, je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Il n'y a pas d'augure dans mon propos. Je parle du passé. Démosthène ne vit plus. C'est 430 avant Jésus-Christ. Je parle de 2025. Ok. Vous avez une boule de cristal. Moi, je tire les leçons du passé. C'est ce que je connais. Je ne connais pas l'avenir. Je n'ai pas de précis. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un hibou lugubre. Donc, ce n'est pas mon rôle. Je me limite à ce dont je peux parler. Je connais le passé. Je peux parler du présent. Donc, en tout cas, je ne vais pas vous empêcher de pleurnicher. Parce que le moment viendra en 2025, vous allez certainement pleurer. Monsieur le maire, permettez-moi de développer. Donc, ce que je dis, c'est en réalité ce qu'il faut. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le code électoral. Je dis que le code électoral est perfectible. Ils ont leurs revendications sur il faut améliorer ci, il faut améliorer ça. Le RDPC a aussi une formation qui est une formation importante dans le champ politique. Je pense que même si demain il faut améliorer le code électoral, il faudra aussi entendre les revendications du RDPC. Mais je ne suis pas certain que si nous mettons nos revendications sur la table, ils seront contents d'entendre ce que nous on va suggérer. Vous savez, dans les pays occidentaux... Mais on ne vous interdit pas de les mettre écoutez, sur la table. J'en parle souvent. Moi, je n'ai pas envie de mettre Pierre-Emmanuel ou Jean-Robert en difficulté sur ce plateau. Dans les pays sérieux, c'est le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pourquoi on n'y reviendrait pas au Cameroun? Il n'y a aucune raison qu'on conserve une autorité. Mais là-bas, au moins, ils ont un esprit républicain. Jean-Robert, ils sont imprégnés des valeurs républicaines. Je ne suis pas certain. Moi, j'ai entendu des gens considérer que Damanin n'était pas si républicain que ça et qu'il avait un parti pris prononcé, mais sans préjudice de ce qui se passe sur les urnes, parce que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui vote. Il s'agit de la supervision des opérations, des opérations de vote. Vous voyez, je vous vois faire l'amour. Moi aussi, je peux faire l'amour et rejeter d'un revers de la main toutes les propositions que vous faites. Si vous n'êtes pas disponible, et si vous n'êtes pas disposé à écouter les autres, dites-vous bien que personne ne va vous écouter en retour. La démocratie, c'est aussi ça. Il faut savoir écouter les autres et ne pas penser qu'on a forcément raison parce qu'on a fait une ou deux propositions. C'est un argument à deux balles. Je sais. Ce qui ne va pas dans votre sens est sans intérêt. C'est ce que vous défendez qui est intéressant. C'est la République qui m'intéresse. Tout ce que moi je veux dire, c'est que pour ce qui est de la publication des tendances, c'est possible que ce soit au Cameroun un jour ou deux
après le résultat. Pour les formations qui sont représentées... Pourquoi un jour après? 1 ou 2 jours. Pour sortir du vote oui, des bureaux. non, c'est c'est le temps de compiler. Parce que de toutes les façons... Non, mais j'ai du... Mais il y a la biométrie. Compiler. On dit au sortir des opérations. C'est rendu public. Il faut bien... Mais c'est un jour après parce que les tendances étaient... Le vote n'a pas eu lieu. On dit immédiatement. Non, ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Nous parlons... C'est là tout, réaliser l'article 113. Ça, c'est... Non, attendez d'abord. 113 ou 109? 113. Non. Allez-y, disons... C'est là, il faut relire. Dépouillement 113. Article 113. Allez-y. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Mais ça veut dire quoi? Serge Alain, lorsque vous voulez publier les tendances... Est-ce qu'immédiatement c'est bureau un jour après? Oui, permettez. On n'a pas dit les tendances, on dit les résultats. Voilà. Ça c'est le résultat acquis. Ça c'est bureau de vote acquis. Mais dans chaque bureau de vote. Ça c'est bureau de vote rendu public. C'est bureau de vote par bureau de vote. Oui. Pour avoir la tendance globale, il faut compiler l'ensemble des résultats. C'est ça le principe. Non. Mais est-ce que le résultat que nous avons au Ghana est le résultat définitif? Docteur Ifoué, vous avez pris une image. Vous avez pris une image, tout le monde a vu cette image. Vous parlez de Wilfried Ekanga. C'était non loin de nous, à l'école publique d'Aqua, non loin de nous. C'est vous qui avez cité son nom? Non, vous avez évoqué ce résultat-là. C'était dans un bureau, parce que vous avez semblé, vous êtes accroché à cette image. On était dans un bureau de vote. Voilà, pourquoi vous pensez que ça pouvait influencer... Non, Serge Alain. Oui, parce que vous avez pris cette image. Oui, je dis... On vous dit donc... On a rendu public, ça c'était le résultat, dans un bureau de vote. Dans un bureau de vote. Voilà. Les filles de Kanga n'étaient pas dans tous les bureaux de vote. Ce que je dis, c'est que pour avoir la tendance globale, c'est-à-dire pour savoir que je mène d'à peu près 50 000 voix, et dans ce cas-ci, je ne peux plus être rattrapé, ou alors mon retard, on peut me rattraper parce que le nombre de bureaux, le nombre de résultats que j'ai, le résultat que j'ai, provisoire que j'ai ne me permet pas d'affirmer avec certitude que je suis vainqueur. Il faut faire cette compilation-là. Donc, ça peut prendre une journée pour qu'on ait une tendance qui soit une tendance solide. Merci, docteur. On va donner 2 minutes à chacun avant le journal. Oui, Pierre-Emmanuel. Serge Alain, il est toujours important de poser certains préalables et de rappeler, de questionner ou rappeler notre mémoire quand on est face à certaines situations, si on veut être pertinent. Il faut rappeler le contexte des élections au Cameroun. Et il faut dire, sans ambages, que le RDPC qui nous gouverne a instauré un système de tripatouillage des urnes, de corruption au plus haut niveau. Nous avons des témoignages vivants de leurs propres camarades. Je vais citer un ici, puisqu'il l'a rendu public. Roméo Dika, qui a affirmé sur les chaînes de radio et télévision du Cameroun qu'il lui arrivait souvent à certaines élections de voler une quarantaine d'urnes et de fuir, de s'échapper avec ces urnes pour aller tripatouiller les résultats. Quand vous avez face à vous des gens qui sont des experts en tricherie, en tripatouillage, en manipulation du scrutin des résultats, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir dans un tel contexte? Tu dis que l'article 113 est violé, là? Oui, c'est violé. Ça n'a rien à voir. C'est violé. Et quand tu ajoutes du bureau, voilà, quand tu ajoutes à ça le fait que quelqu'un peut porter une seule personne 41, s'enfuir avec, aller tripatouiller, tu ajoutes à ça la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le PV délai qu'en fait foi. Vous comprenez que l'opposition est mangée dans toutes les sauces. Maintenant, je pense que même dans cette situation, parce que nous sommes habitués à la souffrance dans notre pays, même dans cette situation, dans la résilience, on peut y arriver. On peut y arriver et c'est l'urgence pour nous de commencer maintenant à renforcer le dispositif de la mutualisation des forces pour le contrôle.
C'est-à-dire que la supervision des élections, c'est-à-dire on doit se rassurer que nous, l'opposition, nous avons au moins 52 000 scrutateurs dans les bureaux de vote, au moins 2 par bureau de vote, et on les aura en 2025. Ça, je peux vous le rassurer. Ok. Et puis maintenant, la mutualisation va continuer dans la défense de nos votes. Parce que la différence entre nous et ces peuples dont on est en train de parler, Ghanéens, Ivoiriens, peuples nigériens et tout ça, c'est que eux, au moins, quand il y a hold-up, ils défendent leur victoire. Merci. Maître Lejo. Oui, avant le journal. Oui, je voulais tout simplement dire que la thématique d'aujourd'hui, c'est de savoir si on peut arriver aux élections 24 heures. au Cameroun, comme c'est le cas au Ghana. Au-delà de tout ce que les co-panélistes ont dit relativement à ce chapelet de reproche qu'on peut faire à l'ECAM, je dirais que l'ECAM est en réalité qu'est-ce que je veux dire, c'est le vrai marchand de ce qu'on pourrait avoir au Cameroun comme élection tendue, élection controversée. Et l'ECAM fait partie d'un élément essentiel de la chaîne. Lorsque vous prenez la disposition qu'on vient de lire, le 113, il s'agit bien des dispositions relatives à l'élection présidentielle. On vous dit que immédiatement après le dépouillement, parce qu'il y a le dépouillement, c'est-à-dire qu'on ouvre les urnes, on compte. Dès qu'on a fini de compter ça qu'on appelle dépouillement, immédiatement on rend public les résultats. Sauf qu'il y a toujours ces communiqués, ces décisions qui disent interdiction de rendre public. Ça, c'est une violation de nos textes. Je vous ai dit de 92, non, autant pour moi, de 1991 en 2011, on a assisté à des modifications de ce qui a été, je veux dire, de l'arsenal juridique en matière électorale. Les modifications subséquentes qu'a connu le code électoral jusqu'en 2012 sont des modifications qui tendent à renforcer, la taille du parti au pouvoir. Quand je dis pas taille au parti au pouvoir, ça veut dire que toutes ces modifications cherchent à maintenir le parti au pouvoir. Je vous ai dit que c'est un code de taille, M. Biya. Personne d'autre ne peut porter ça que lui. Voilà pourquoi nous soutenons et nous continuons de dire que la modification du code électoral fait partie de ce que vous appelez consensus. On ne peut pas aller à un consensus, se mettre d'accord pour dire, bon voilà, après les élections, il faudrait que le vaincu fasse ceci, il faudrait que... Mais la base, les règles du jeu doivent être consensuelles également. On ne peut pas faire de l'ECAM la pièce maîtresse de tout le processus électoral alors que l'ECAM est un arbitre combinant, comme on a l'habitude de le dire au quartier. Donc, pour moi, Serge Alain, il est impossible de nous donner les résultats en 24 parce que si vous prenez l'article 115, son alinéa 4, vous dites encore que même le PV, l'original qui fait foi, c'est le 115 alinéa 3, qui dit que l'original qu'on transmet au démembrement communal qui fait foi. On vous dit qu'ils ont encore 48 heures pour envoyer ça à la départementale. Vous voyez comment ils vous introduisent dans les textes les délais. Je dis que le 115 alinéa 4, vous dites que le PV original qui fait foi qu'on a déposé à la communale, vous avez également 48 heures pour envoyer ça à la départementale. Ça, c'est des pipeaux. Voilà. On va revenir après le journal parce que dans un instant, elle est là. Julienne Berthe-Bissaï pour le 20h, le plus attendu de la planète. On se retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du début.